Rebonjour à tous et bienvenue à cette matinale de l'eau pour laquelle nous allons démarrer sans plus tarder le premier atelier débat. Donc, je vais essayer cette fois-ci de ne pas me tromper dans mon partage d'écran. Voilà, ce premier atelier débat qui va démontrer que nous sommes tous concernés et on va voir avec Vincent Niquez comment faire pour éviter quelconque désagrément. Je vais me permettre, en attendant qu'on corrige le son, de vous présenter. Vous travaillez chez Storm Shield en tant qu'Industrial Partnership and Ecosystem Manager. Vous voyez que mon accent anglais est très francisé. Et donc de la société Storm Shield qui est spécialisée dans la cybersécurité. Donc on a prévu de faire cette intervention, cet atelier débat en deux grandes parties. Une première partie, présentation, un peu d'introduction des faits. Deuxième partie, une partie questions-réponses avec vous qui nous écoutez. Et donc, dans cette première partie, elle est découpée en trois chapitres. Des exemples de cyberattaques, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et enfin, toujours utile, un exemple concret de mise en œuvre. Et Vincent va vous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont mis en œuvre pour ce client dans le monde de l'eau. Et dans la première partie, on verra des exemples de cyberattaques. Alors, il faut savoir que c'est un sujet un peu tabou. C'est un sujet pour lequel on a eu beaucoup de difficultés à essayer d'avoir des témoins, puisqu'on l'a rappelé dans la plénière d'ouverture, vous êtes souvent des opérateurs d'importance vitale, donc vous avez un volet sécurité de l'information et vous devez limiter la diffusion d'informations, donc il y a un peu de confidentialité. Donc ça rajoute de la complexité à obtenir de l'information ou des retours d'expérience. À cela, on ajoute le risque ou la peur de se dévoiler et donc de devenir ensuite une cible pour des personnes malveillantes. Mythe ou réalité, la question fait débat, sachant que ce n'est pas parce que vous allez vous exposer un peu votre façon de faire et votre partage d'expérience que vous êtes forcément plus sujet à des attaques par des personnes malveillantes. La clé réside, comme l'a dit Bruno Nguyen, dans la préparation et la résilience dans laquelle vous allez vous inscrire pour contre-attaquer des attaques éventuelles. Donc, je remercie au passage Vincent de sa présence, puisqu'il est actuellement sur un salon à Lille. Et donc, il s'est organisé pour être avec nous ce matin au sujet vu l'importance du sujet. Oui, allô, vous m'entendez? Très bien, Vincent. Ah, bah Bonjour. super. Bonjour à toutes et à tous. Désolé, j'ai un petit souci technique. Ça marche. Bon, je me suis permis de vous présenter, juste peut-être repréciser un peu votre rôle chez Storm Shield. Alors, je participe au développement d'activités cybersécurité industrielle, puisque pour Storm Shield, c'est un axe stratégique fort. Et on est un certain nombre dans l'équipe à travailler ces sujets-là. Et j'y participe au même titre que d'autres collègues, et particulièrement dans le domaine de l'eau. D'accord, merci Vincent. Bon, j'ai expliqué un peu comment nous avions structuré notre présentation. On va aller tout de suite dans le concret. Donc, pourquoi nous sommes tous concernés? Vous le mettez très bien en avant au travers des enjeux. Oui, c'est ça. On va dire, il y a trois enjeux forts dans le domaine de l'eau, alors que ce soit pour les réseaux d'eau potable ou pour les réseaux d'assainissement des eaux usées. Les enjeux sont essentiels. Pour les réseaux d'eau potable, l'enjeu est de l'ordre de la santé publique, du prélèvement jusqu'à sa distribution. Il va falloir s'assurer que le processus est conforme et que la qualité de l'eau dans sa phase de potabilisation n'a pas été altérée pour éviter une intoxication. On va dire aussi essentiel d'assurer la disponibilité du service pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau sur l'ensemble de la chaîne, du prélèvement, potabilisation, dessalement, stockage et jusqu'à la distribution.
Et puis, pour les aspects de pollution, pour les réseaux d'assainissement, l'enjeu est bien d'assainir les eaux et d'éviter les rejets toxiques dans la nature et d'éviter d'avoir des effets nocifs sur la biodiversité. Donc ça, c'est pour voilà, les aspects santé publique et pollution. Et puis, il y a également un enjeu fort de géopolitique, hein, comme pour les réseaux d'énergie ou les réseaux de transport, eh bien, à l'échelle nationale, le réseau d'eau est une infrastructure qui peut être ciblée pour affaiblir un pays. Hein. Si on prend l'exemple d'Israël en 2020, donc pas plus tard que l'année dernière, le pays a essuyé 3 attaques successives sur son réseau d'eau. Et on sait que pour ce pays-là, les aspects d'eau sont assez cruciaux. En mars, il y a eu une tentative d'augmentation du niveau de chlore dans l'eau, puis une tentative d'attaque du coup sur les pompes, les pompes à eau agricoles. Et il y a eu une infiltration réussie dans un réservoir d'eau. Donc voilà, a priori, les attaques auraient été attribuées à l'Iran. Donc voilà, des enjeux géopolitiques assez forts également. Ouais. Et pour ce qui concerne un peu un état des lieux en 4 points sur lesquels vous vouliez revenir. Oui, voilà. Alors, 4 points, voilà. Peut-être le premier point, ce sont un chiffre un peu qui permet aussi de sensibiliser, hein, c'est les collectivités. Alors, ce n'est pas un chiffre que j'ai sorti du chapeau, ça vient d'Annecy. Les collectivités territoriales et locales représentent 20% des attaques par rançongiciel en 2020. En 2021, il y a eu un certain nombre d'hôpitaux qui ont été aussi attaqués. Donc voilà, les attaques concernent tout le monde et les collectivités territoriales et locales sont également concernées. Alors dans ces 20%, il y a effectivement des réseaux plutôt bureautiques, mais il peut y avoir aussi des systèmes industriels. Donc voilà, c'est important de bien avoir ce chiffre en tête. Qui va permettre de mettre en œuvre, une fois qu'on est sensibilisé justement, à mettre en œuvre de la cybersécurité dans l'OT, sur les systèmes industriels, puisque aujourd'hui, en fait, si on compare un peu l'IT et l'OT, depuis les années 70, la cybersécurité existe dans l'IT. Il y a des personnes qui en sont responsables, il y a toute une organisation, des mesures techniques, il y a des choses qui sont mises en œuvre. Donc, on va dire côté IT, il y a quand même un niveau de sécurité assez fort. Côté outil, on parle de ce sujet depuis pas très longtemps. On dit moins de 10 ans. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire 6 ou 7 ans. Donc, des enjeux assez forts. Et puis, il faut se mettre en route pour justement une meilleure sécurisation. Alors, pour ça, l'ANSSI en a parlé tout à l'heure, il y a de la réglementation qui est mise en œuvre pour les OIV avec la loi de programmation militaire, la directive Nice pour les OSE, qui vont permettre aussi de renforcer le niveau de sécurité de nos infrastructures. Le troisième point, c'est des enjeux nouveaux pour l'OT à tous les niveaux. Une organisation, il faut que les équipes IT et les équipes OT se communiquent entre elles. Un niveau d'expertise aussi important, il faut avoir une connaissance à la fois cyber et à la fois métier. Aujourd'hui, il y a des gens qui se forment, des experts qui sont de plus en plus identifiés justement dans les architectures et dans les infrastructures pour s'occuper de la cybersécurité industrielle. Des budgets, parce que de toute façon, on ne fait rien si on n'a pas de budget, donc on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde. Il faut aussi sensibiliser justement pour que les budgets soient associés pas uniquement pour la sécurité de l'IT, mais aussi pour l'OT. Et puis des moyens techniques, des solutions techniques adaptées justement pour sécuriser ces systèmes. Et le dernier point, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des enjeux forts, puisqu'il y a une augmentation de la surface d'attaque qui s'opère, avec une convergence IT-OT qu'on parle depuis un certain nombre d'années qui s'accentue, des déploiements des équipements type IIoT, la fin donc, du réseau téléphonique commuté qui est largement utilisé dans le domaine de l'eau, l'arrivée de la 5G, etc. Donc, voilà, un certain nombre de technologies qui vont arriver, qui vont permettre aussi à des cyberattaquants de pouvoir s'infiltrer sur nos réseaux d'eau. Ok, merci Vincent. On a fait après une petite frise sur les attaques majeures identifiées ces dernières années. On ne va pas toutes les passer en revue. Je pense que vous vouliez mettre plus en avant l'une d'entre elles, celle de Floride. Alors, si on passe à celle de Floride, c'est le slide d'après, mais voilà, là, il y a juste peut-être 20 ans d'attaques sur différents pays. Alors, peut-être que je peux citer, je ne sais pas laquelle on peut citer, peut-être c'est la première en avril 2000 en Australie, par exemple, à Marotchi, où là, c'est un ancien prestataire technique d'une station d'épuration qui a pris le contrôle des systèmes de l'usine
à des fins malveillantes. Pardon. En fait, sa demande d'emploi a été refusée et suite à ça, il aurait détourné l'activité de plusieurs pompes en renvoyant de fausses commandes. Donc, l'une des pompes aurait en fait cessé en fait de fonctionner et qui aurait provoqué du coup le déversement d'eau usée dans les fonds marins. Donc voilà, on a un certain nombre d'attaques qui interviennent comme ça. En mars 2019, on a la compagnie publique de distribution d'eau du comté d'Ellsworth au Kansas aux États-Unis, qui a été à son tour donc la cible d'une action malveillante de la part d'un ancien collaborateur. Celui-ci aurait pris donc le contrôle à distance de systèmes d'information de l'entreprise pour altérer le traitement de l'eau potable. Et l'ancien employé donc travaillait justement sur les systèmes de monitoring de l'usine et ses accès n'avaient pas été révoqués lors de son départ de l'entreprise. Voilà, donc ce n'est pas forcément des grosses attaques étatiques à chaque fois, mais c'est aussi de la malveillance qui peut intervenir. Voilà, et on peut effectivement, Arnaud, vous le disiez, faire un focus sur une attaque la plus récente en fait, qui s'est déroulée en février 2021 aux États-Unis, en Floride, dans la ville d'Oldsmar, donc une ville de 13 000 habitants, sur une station de traitement d'eau. Donc là, je vous proposais de faire un petit focus justement sur cette attaque. Donc c'est là, en termes de processus, donc c'est une personne malveillante qui a tenté de prendre la main, là encore, à distance sur le réseau opérationnel de traitement d'eau potable. Il a utilisé un outil de prise en main à distance non sécurisé, TeamViewer pour ne pas le nommer. Donc il était censé donc donner la possibilité en fait de prendre la main sur les IHM et il a tenté justement de lancer des commandes sur le process industriel et ainsi de modifier en fait la concentration d'hydroxyde de sodium. En termes de vulnérabilité, finalement l'utilisateur il a pu avoir accès au réseau de l'entreprise directement alors qu'on ne devrait pas être en mesure d'accéder aux ressources de l'entreprise de l'extérieur aussi facilement. Il aurait dû mettre en place des fonctions de sécurité donc pour contrôler l'accès et ce qui est fait à distance. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail justement du processus de l'attaque, parce qu'il y a une vidéo qui circule sur le web qui explique assez bien ça. À 8 heures, donc l'attaquant a réussi à avoir accès au réseau industriel de la station. Un peu plus tard dans la journée, donc à 13h30, l'attaquant a ensuite eu accès à l'IHM qui permettait de contrôler la concentration d'hydroxyde de sodium qui était utilisée par la station. Il a en fait eu la main directement sur le process industriel et il a augmenté la concentration. Donc, c'est passé de 100 particules par million à 11 100 particules par million. Alors, là, l'attaque, elle était assez simple. L'opérateur, en fait, qui était sur site, a rapidement vu que la souris, elle bougeait sur le poste. Elle a pu remettre donc, les bonnes valeurs et rétablir, du coup, corriger le dosage. Donc, l'attaquant, il n'a pas cherché à cacher son action en fait, en empêchant les opérateurs de détecter la modification des concentrations. Donc là, on est plutôt sur une attaque opportuniste d'un acteur qui a réussi à récupérer des accès donc avec le logiciel TeamViewer. Donc voilà, on n'est pas. Voilà, je pense que le point intéressant là, sur cette attaque, c'est de se dire aussi qu'il n'y a pas forcément des attaques avec des attaquants qui ont des budgets illimités et des États derrière, mais il y a aussi de la malveillance, des personnes qui peuvent intervenir et pas forcément avec des attaques hyper chiadées. Là, on voit qu'au final, un simple opérateur qui a un accès peut avoir la main sur le process industriel. Donc, il est important de s'assurer dans ce cadre-là du cloisonnement du réseau industriel et de mettre en place donc, des mécanismes sécurisés pour les accès distants. Donc là, les préconisations, c'est d'interdire les flux directs entre un réseau industriel et Internet. C'est de s'assurer de l'authentification du téléopérateur avant de donner l'accès au poste. Donc, bien vérifier que la personne, qu'elle soit de la société ou que ce soit un intervenant extérieur, de bien l'authentifier et que son intervention soit légitime. Et puis, d'assurer un lien sécurisé entre la prise en main à distance et le site sur lequel il vient se connecter pour qu'il n'y ait pas d'attaque type man in the middle qui viennent intervenir sur le système. Tout à fait. Donc, cet exemple-là nous permet d'introduire le prochain chapitre, qui sont les bonnes pratiques, les moyens pragmatiques d'une bonne sécurité. Vous avez 5 niveaux de priorité pour ce qui vous concerne. Oui, c'est 5 priorités de sécurisation. On se rend compte, là, c'est un petit peu un retour d'expérience de ce qu'on voit nous sur les infrastructures qu'on sécurise, avec différents paliers et différents chantiers, on va dire, de sécurisation, avec la sécurisation IT/OT,
quand on va un peu plus loin après la segmentation du réseau, et puis pour les infrastructures vraiment matures, la protection du process qui peut intervenir. En parallèle de ça, on peut aussi, donc, en parallèle de sécurisation des communications également, durcir les postes, donc les postes critiques, postes d'ingénierie, postes de supervision, et puis sécuriser particulièrement dans le domaine de l'eau, que ce soit sur la téléconduite ou sur des réseaux distribués. On en a beaucoup dans le domaine de l'eau. Donc, à la téléconduite, la télégestion, la télémétrie, donc tout ce qui est pris en main à distance, voilà, qu'on peut également sécuriser. Et sur ce premier aspect, la sécurisation IT/OT, vous avez fait un petit schéma que vous pouvez nous expliquer peut-être? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est le premier niveau de sécurisation. Voilà, c'est s'assurer de la sécurité entre l'IT et l'OT, puisqu'on sait que la convergence de ces systèmes la favorise les échanges. Et alors, pour s'assurer d'une bonne convergence, on va dire, pour qu'elle soit bien sécurisée, il faut pouvoir avoir la maîtrise de l'ensemble des flux qui sont échangés. Pour ça, la bonne pratique, c'est de mettre en œuvre une double barrière avec des firewalls de technologies différentes. Ça, c'est les recommandations de l'ANSSI, pour pas qu'une éventuelle faille sur un des équipements puisse être exploitée 2 fois. Donc, avec ces firewalls, on va étudier quels sont les flux strictement légitimes, donc, et on va bloquer en fait les échanges qui sont illégitimes. Voilà, donc c'est assez simple. Ça demande donc à mettre en œuvre donc des firewalls et une politique de sécurité entre donc le réseau bureautique et le réseau OT. Et également un point peut-être important, le firewall externe, donc qui rentre plutôt en frontal Internet, où là effectivement on va recommander un firewall qualifié ANSSI. C'est vrai que Storm Shield, on est le seul équipement qui a une qualification standard décernée par l'ANSSI sur ces aspects-là, effectivement. Et sur le côté segmentation du réseau OT, vous avez aussi un diagramme à présenter. Oui, voilà. Alors, une fois qu'on a fait la sécurisation en fait, entre l'IT et l'OT, on va commencer à travailler du coup, sur la segmentation du réseau OT. Donc, là, l'objectif, c'est de limiter en fait, ça peut être de limiter l'impact d'une attaque, c'est-à-dire que quand une attaque arrive sur le réseau, faire en sorte qu'elle ne contamine pas l'ensemble du système, et donc, ou alors qu'un attaquant puisse poursuivre sa démarche d'attaque en découvrant le système. Donc, on va segmenter le système et puis voilà, par unité fonctionnelle en fonction d'une analyse de risque. Là, il y a l'IEC 62443 qui est la norme qui prévaut justement dans ce domaine-là, qui est intéressante. Donc là, voilà, bien s'assurer en fait que les communications strictement légitimes aient lieu en fait entre les différents composants du système et pas faire en sorte que tous les composants aient accès à tout. On voit encore beaucoup dans tout un tas de réseaux. Alors c'est valable dans l'eau, mais c'est valable dans d'autres systèmes industriels, des réseaux à plat en fait, où tous les composants discutent entre eux. Et dans ce cadre-là, ça facilite l'attaquant, ça facilite la démarche de l'attaquant et ça facilite aussi la compromission de l'ensemble du système. Donc voilà, donc là pour ça, la segmentation, elle intervient avec des firewalls qu'on va mettre sur le système. Et puis, alors, chez Storm Shield, on développe justement des fonctionnalités de segmentation avec des fonctionnements en hybride, en routage ou en transparent. Donc, sans rentrer dans le détail technique, ça permet en fait de pouvoir, sur un système déjà existant, d'assurer et de mettre en œuvre une segmentation sans avoir à modifier en fait l'ensemble de l'architecture et l'ensemble l'ensemble des paramètres en fait, des composants du système. Donc, on va pouvoir intégrer de la cybersécurité sans forcément modifier l'existant. OK. On va passer à la protection du système. Je vais en profiter aussi pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le chat et on y reviendra à la fin de cette session. Je vois qu'il y a 3-4 questions déjà posées par notamment Jamel Boudji et Anthony Imbert. OK. Écoutez, on y répondra avec plaisir tout à l'heure. Donc, en troisième étape, on va dire, de la sécurisation du système, une fois qu'on a sécurisé la barrière OT et qu'on a fait de la segmentation, on peut aller plus en profondeur et vraiment sécuriser le réseau de process. Alors, on le sait, sur les systèmes qui intègrent de l'automatisme, on est sur des communications qui exploitent des protocoles industriels. Et pour ça, il faut pouvoir mettre en œuvre un équipement qui puisse comprendre en fait, ce type de communication. On a développé depuis 2016
des fonctionnalités justement d'analyse protocolaire sur des protocoles industriels. Donc voilà, il y a la liste qui est en bas à droite. Donc on a du Modbus, de l'OPCUA, du Softbus, LACBus, particulièrement utilisé dans l'eau. Et donc on va pouvoir, on va dire, dans ce cadre-là, écouter les communications qui transitent, les communications interautomates ou les communications entre des automates et une supervision, et pouvoir sécuriser ces communications en les analysant et en regardant justement si elles sont légitimes ou pas sur le système. Donc, on va pouvoir mettre des règles de pare-feu qui vont eh bien, autoriser certaines commandes et interdire d'autres. Donc, on peut autoriser, par exemple, dans une phase où on est en conduite de process, bloquer, par exemple, les commandes plutôt en écriture sur les automates et laisser uniquement les commandes qui passent en lecture. Enfin, en fonction de la politique de sécurité, on peut mettre en place tout un tas de règles qui permettent de protéger le système et notamment les protocoles industriels. Et on va parler du matériel ensuite. Oui, voilà, c'est ça. Donc, avec les 3 premières étapes, on a sécurisé le réseau, donc les communications, on va dire. Là, on peut intervenir également en complément justement de la sécurisation du réseau. On peut sécuriser également les postes qui sont sur justement les environnements industriels. Et il y en a beaucoup et ils ont des enjeux souvent liés à des OS obsolètes avec assez peu de sécurité. Donc pour ça, en fait, donc, je parle des IHM, notamment de supervision. Je parle des postes d'ingénierie. Je parle également des différents serveurs qui peuvent être sur le réseau opérationnel. Donc pour ça, en fait, nous, alors effectivement, on est connu pour avoir une solution de firewall, mais on a aussi des solutions qui permettent de durcir les postes, donc de sceller un poste, c'est-à-dire simplement, en fait, à la différence d'un PC de bureau, en fait, un PC sur un système industriel, il y a des fonctions assez simples. Hein, il va piloter le process, il a des outils d'ingénierie, voilà, il a des fonctions assez déterminées. Et pour ça, en fait, on va pouvoir avoir un whitelisting, par exemple, d'applications qu'on souhaite utiliser. Et puis, on va interdire toutes les autres applications. Là, on peut avoir aussi une maîtrise de l'ensemble des communications qu'il y a avec le réseau, donc les réseaux Wi-Fi, voilà, également un contrôle des clés USB et des périphériques qui ont lieu, donc, qui sont sur l'équipement. Donc, s'assurer que la clé USB elle est légitime à se connecter sur le poste. Voilà, tout un tas de fonctions de sécurité. Je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est capable de durcir en fait le poste pour éviter les attaques type ransomware et les attaques voilà, de menaces inconnues sur le poste. Est-ce qu'on peut dire durcir le poste veut dire simplifier et les fonctionnalités de l'outil à son strict minimum. Ouais. minimum. C'est ça, voilà. C'est que voilà, le Windows Media Player, a priori, il n'y en a pas besoin, par exemple, sur un poste de supervision. Donc voilà, ça, on neutralise. Voilà, tout un tas d'outils en fait, qui peuvent être installés sur le poste, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement, enfin, en tout cas au rôle qu'a le poste, eh bien, on peut les bloquer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on dit qu'il y a une analyse comportementale qui va analyser le comportement du système et pouvoir identifier justement quand il y a un comportement un peu malicieux du poste, etc. Voilà, on a aussi d'autres fonctionnalités qui permettent intelligentes, on va dire, de sécurisation du poste. Donc, ce process, il se fait par un audit de chaque poste et pour chaque poste, de déterminer quelles sont les fonctionnalités de base et critiques. Oui, c'est ça. Ouais. C'est identifier avec les connaissances métiers qu'on va avoir, avec les équipes cyber qui ont la connaissance cyber, on va pouvoir déterminer en fait voilà, le fonctionnement, ce qui est strictement nécessaire et appliquer la politique de sécurité. Donc, ça veut pas dire on change tous les postes. Ça veut dire on fait une… Ça ne veut pas du tout dire, au contraire, ça veut plutôt dire on conserve les postes, même ceux qui ont des OS un peu anciens, et on durcit justement pour éviter les vulnérabilités de ces postes. D'accord. Et enfin, 5e étape sur la sécurisation. Oui, alors ça, c'est un enjeu fort dans les réseaux distribués. C'est la sécurisation justement de tout ce qui est télémétrie, télégestion, téléconduite, télémaintenance.
Donc là, pour ça, eh bien là encore, on peut mettre un équipement de sécurité de type firewall pour justement assurer cette sécurisation à 3 niveaux en fait, puisque en fait, on va pouvoir avec le firewall authentifier l'utilisateur qui vient se connecter. Donc on peut corréler en fait le firewall avec une base LDAP qui serait externe, donc qui serait dans l'entreprise, ou si elle n'en a pas, donc sur le réseau OT, eh bien créer en fait une base LDAP dans le firewall, parce qu'il est possible de le faire. Donc, en précisant du coup les profils qui sont légitimes à se connecter, etc., leur associer des plages horaires pour se connecter éventuellement. On va pouvoir en plus, donc une fois que l'utilisateur est authentifié, router, filtrer en fait l'accès en fait au système. C'est-à-dire que eh bien, si je suis une personne extérieure qui doit effectuer la maintenance d'un automate, eh bien, je ne dois autoriser en fait l'accès qu'à cet automate. Donc, on va, en fonction de l'authentification qu'on aura eue, eh bien, router l'utilisateur vers le périmètre qui lui a été défini. Et puis, en complément à ça, on va pouvoir établir une analyse protocolaire, notamment sur des protocoles industriels. Donc là, on a dans le VPN qu'on va mettre en œuvre, entre un site central et puis des châteaux d'eau, par exemple, établir une analyse protocolaire sur des protocoles industriels, Softbus, LACBus, Modbus et autres, et bien mettre une politique de filtrage justement sur les commandes qui sont effectuées. Ok. Donc, tout ça, c'était la théorie. Là, ce qui est intéressant, c'est de passer sur un retour d'expérience. Et là, vous avez pris un projet sur lequel il fallait sécuriser 100 châteaux d'eau. C'est bien ça? Oui, alors c'est un projet où effectivement, il a fallu sécuriser 100 châteaux d'eau. Il a fallu aussi sécuriser le réseau opérationnel. Donc ça, c'était pour une métropole française où en fait, on a donc sur la partie de gauche donc, le réseau opérationnel et puis sur la partie de droite, donc les châteaux d'eau. Donc là, on a un vrai cas d'usage intéressant puisqu'il respecte à la lettre en fait, les recommandations de l'ANSSI, puisqu'on va avoir, donc côté tout à gauche, on va avoir un réseau IT. Au milieu, donc, on a un réseau OT. Alors, je ne l'ai pas forcément matérialisé, mais il y a tout un tas d'automates et voilà, un réseau opérationnel. Donc, du coup, on va avoir donc, sur la partie de gauche un cluster de firewall qui sépare donc, le LAN IT du réseau opérationnel. Un firewall OT donc, qui a vocation à maîtriser les communications entre le réseau opérationnel et le réseau IT, ainsi qu'un certain nombre de VLAN métiers du réseau opérationnel. Un peu plus bas, donc, on a un cluster plutôt dédié aux flux liés à la sûreté, notamment la sûreté des châteaux d'eau, donc plutôt contrôle d'accès, vidéosurveillance, etc. Donc, qui est bien séparé du coup des VLAN métiers. Et donc, du coup, tout ça constitue donc une DMZ avec des fonctions de sécurité qui sont à l'intérieur. Et on voit bien donc, que la métropole a bien utilisé donc, les préconisations de l'ANSSI avec donc, 2 technologies en fait, de firewall entre donc, la face nord et la face sud. Et en plus, a utilisé en fait, un autre équipement de firewall pour s'assurer des concentrateurs VPN, donc d'assurer la liaison entre le réseau opérationnel et les châteaux d'eau. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, on est pareil, là encore, dans les bonnes pratiques de l'ANSSI, puisqu'en général, on va plutôt préconiser un firewall d'avoir une seule fonction, donc un firewall OT qui va faire la partie routage et un autre firewall qui va faire la liaison VPN. Donc là, on a vraiment toutes les conditions qui sont réunies, donc avec des concentrateurs VPN qui vont sécuriser les coms donc, entre le réseau opérationnel et les châteaux d'eau. Et sur les châteaux d'eau, on va avoir 2 firewalls distincts et qui vont en fait assurer la liaison VPN et qui vont assurer la sécurisation des communications donc, entre les différents châteaux d'eau. Et derrière, on a le réseau de process. Voilà un petit peu sur l'architecture. Et puis, un point intéressant, voilà, un petit… je l'ai juste ajouté un point, effectivement, sur ce slide. On a assez bien répondu justement aux contraintes opérationnelles qu'on pourrait avoir justement sur un réseau distribué qui peut être les châteaux d'eau. Donc, on avait une centaine de châteaux d'eau avec des équipements un peu partout dans la Pampa, on peut dire, et des agents en fait, qui viennent intervenir donc, sur le terrain, qui n'ont pas forcément de formation cyber et qui doivent assurer donc, la sécurisation, enfin, qui doivent assurer la maintenance donc, des châteaux d'eau et notamment donc, des firewalls. Et pour ça, en fait, on a tout simplement sur une clé USB en fait, mis en fait, les licences, les mises à jour, la mise en place des fichiers de backup, les configurations donc, de l'équipement.
sur l'équipement, donc sur une clé USB. En général, on avait l'agent de terrain qui allait se déplacer donc, de château d'eau en château d'eau, qui mettait, donc s'il y avait un remplacement par exemple d'équipement, le nouveau firewall, la clé USB, et donc le firewall se bootait sur la clé USB et récupérer sa configuration. On pouvait directement appliquer la sécurité comme ça, de cette manière. Donc voilà, avec une espèce de procédure qu'on a donnée à l'agent de terrain et qui a pu justement, qui peut assurer la maintenance de l'ensemble du parc. C'est pour faciliter en quelque sorte la mise en œuvre. Oui, c'est ça, la mise en œuvre et puis la maintenance, effectivement, c'est des contraintes qu'on a particulièrement dans, voilà, on disait, dans les réseaux distribués, donc où il faut, on a des contraintes aussi géographiques, donc il faut aussi en tenir compte. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en œuvre avec la métropole. Ouais, ce qui fait les spécificités des infrastructures de réseau d'eau avec des ouvrages répartis sur un territoire qu'il faut pouvoir surveiller à distance ou commander à distance. Donc là, vous permettez de faire la maintenance facilement sans déployer d'équipe spécifique. C'est les agents de terrain qui ont fait le travail finalement. Exactement. C'est tout à fait ça. Ok. Du coup, ça nous amène juste pour nos amis qui nous écoutent, nous rappeler un peu qui est Storm Shield. Oui, alors Storm Shield, sa vie, son œuvre. Donc en fait, on est une filiale de l'Airbus Cyber Security. Donc on est à peu près un peu plus de 400 personnes. On est sur différents sites. On est sur l'île, ici les Moulineaux, Lyon, Toulouse. Voilà, on est premier éditeur français pure player en cybersécurité. Le Magic Quadrant du Gartner nous a identifié comme le premier éditeur européen de solutions de type firewall. Donc voilà, on est le choix européen de la cybersécurité, on est vraiment franco-français. On assure un partenariat historique avec, un partenariat, je ne sais pas si on peut appeler ça un partenariat, mais en tout cas, on est en phase avec la politique de sécurité de l'ANSSI. Et même avant Storm Shield, parce que je ne l'ai pas dit juste avant, mais Storm Shield, avant, ces deux sociétés, c'est Netask et Arkun, qui ont, lors du rachat par Airbus Cyber Security, créé Storm Shield. Et depuis 20 ans, collabore avec l'ANSSI, avec 34 visas de sécurité décernés sur ces équipements. Pour juste Storm Shield, on a 12 visas de sécurité sur l'ensemble de nos solutions. Donc, on joue le jeu en fait, des certifications, des qualifications de produits. Donc, on a notamment des qualifications standards sur nos firewalls. Aujourd'hui, on est toujours en perpétuelle obtention de visas de sécurité, puisqu'on a encore 4 visas de sécurité qui sont en cours, notamment sur le SNI 20, qui est un firewall durci, particulièrement apprécié sur les environnements opérationnels, qui est en phase de qualification STODAR auprès d'ANSSI, un certain nombre d'autres solutions. Voilà, et puis pour juste vous représenter rapidement l'offre de sécurité, c'est vrai qu'on est souvent identifié comme un faiseur de firewall. Alors effectivement, on a une solution Storm Shield Network Sécurité avec une gamme de firewall, mais on a également une solution de protection avancée des postes, Storm Shield Endpoint Sécurité. On a évoqué tout à l'heure justement, notamment dans le durcissement des postes, on l'avait évoqué, donc voilà une solution dédiée. Et on a une dernière solution, Storm Shield Data Security, qui est une solution de chiffrement en fait, de bout en bout, multi-device, multi-application, pour de la sécurisation de la donnée. Et en fait, on a donc 3 socles, on va dire, technologiques, et on a une offre adaptée justement à notre positionnement stratégique de sécuriser les environnements industriels, avec des équipements et une offre spécifique Industrial Security, donc pour adresser justement les réseaux opérationnels. Et là, on voit votre offre sur les… Voilà. Donc là, peut-être rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, voilà, une gamme de firewall donc pour les gros data centers et les backbones, jusqu'aux petits firewall qu'on peut déployer sur des petits sites. J'en profite, voilà. Et puis également les SNI 20, SNI 40, donc des firewalls durcis, particulièrement appréciés dans les environnements industriels, qu'on déploie très régulièrement justement dans les infrastructures d'eau. Et puis, j'en profite pour dire qu'on a 2 produits qui sont annoncés, là, notamment au Forum international de la cybersécurité, le FIC, qui débute aujourd'hui. Également, un livre blanc qu'on a édité, je crois, hier ou avant-hier, sur le domaine de l'eau. Donc, voilà, avec un certain nombre de pages qui évoquent justement donc, pourquoi l'industrie de l'eau est concernée par la cyber, les problématiques, la réglementation en cours.
Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de StormShield pour télécharger ce livre blanc dédié au domaine de l'eau. Et puis, le dernier point, le FIC, donc le Forum international de la cybersécurité, qui a débuté ce matin et qui dure pendant 3 jours, qui est à Lille au Grand Palais. Pour ceux d'entre vous qui ont prévu de s'y rendre, StormShield est présent sur 2 stands. Le stand F15 habituel avec Airbus Cyber Security, et nouveauté cette année, un village Cyber Security for Industry. Donc pour la cybersécurité industrielle, on a également un stand sur ce village. J'y serai moi-même pendant les 3 jours. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Voilà. Et là, il nous reste 9 minutes. On a un petit peu rattrapé le temps qu'on a perdu au départ pour la phase de questions-réponses. Merci Vincent pour cette présentation. On a eu une question de Jamel Boudji concernant le durcissement des postes. On l'a vu, c'est simplifier au maximum l'utilisation des postes et c'est ce que vous avez expliqué dans une de vos diapos. Il pose la question aussi de savoir comment et quelles sont les différentes mesures à prendre pour un réseau existant. Qu'est-ce que vous préconisez? Sur les postes? Sur le durcissement des postes, oui. Oui, principalement, la 62443, donc, qui est un peu la norme qui traite du sujet, préconise un whitelisting d'applications, donc on en a parlé tout à l'heure, une maîtrise de l'ensemble des ports qui sont sur le poste, une gestion des clés USB qui vont s'interconnecter au poste, donc s'assurer en fait de la légitimité des clés USB, parce qu'on sait que dans ces environnements-là, c'est encore largement utilisé. Voilà, appliquer une sécurité adaptative en fonction du mode de fonctionnement du poste, c'est-à-dire que s'assurer que la sécurité et le whitelisting notamment d'applications est adapté. Donc, quand on est en phase de maintenance ou en phase ou en phase de conduite de process, par exemple, on n'aura pas forcément la nécessité d'utiliser, on n'aura pas forcément la même politique de sécurité à mettre en œuvre. Et pour ça, il faut être capable de débrayer un peu la sécurité, notamment par exemple dans des phases de maintenance, on doit mettre à jour des programmes ou autres. Donc voilà, une politique de sécurité adaptative en fonction du poste. Voilà principalement ce qu'on préconise. Et vous avez parlé d'une norme. C'est Anthony Imbert qui pose la question sur la norme que vous venez juste d'évoquer. Ouais. C'est la norme 62443, donc c'est une norme 443. c'est une norme IEC et elle est assez vaste, hein, elle couvre un certain nombre de domaines et elle a un certain nombre elle a des volets en fait, des cahiers qui précisent en fait les mesures de sécurité à mettre en œuvre sur un système industriel. Voilà, pour répondre en fait aux enjeux spécifiquement de l'industrie. Donc, c'est une norme qui… Ouais. Comment? Oui, allez-y. Enfin, elle est assez vaste, hein, elle couvre tout un tas de sujets, mais il y a 2 cahiers. Il y a 2 cahiers, j'ai plus en tête les cahiers, c'est les 3-3 et 3-2 de mémoire qui traitent spécifiquement justement des mesures de sécurité. Mais on a aussi des sujets qui sont liés à la partie maintenance, voilà, les préconisations de cybersécurité sur la partie maintenance. Pour les fournisseurs de solutions d'automatisme, de cybersécurité également, on a les bonnes pratiques justement à mettre en œuvre pour des équipements, des composants d'automatisme. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Mais pour ceux qui sont sensibles au sujet, oui, je vous invite à vous documenter du coup sur cette norme. Voilà, la norme IEC 62443, je viens de taper la réponse dans le chat. Normalement, vous avez dû la recevoir. Catherine Joncourt nous pose la question: respectons la sécurité en utilisant les mêmes types d'équipements Exam StormShield pour réaliser la segmentation. Peut-être qu'elle pose la question de l'interopérabilité des équipements. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs types d'équipements pour segmenter le système OT?
Alors, plusieurs équipements, c'est-à-dire, en fait, alors, peut-être que tout à l'heure, je parlais du coup d'avoir différentes solutions technologiques. Alors, c'est plutôt sur la partie barrière IT-OT où effectivement, il y a comme c'est et également sur la partie frontale Internet où on va effectivement plutôt conseiller d'avoir deux solutions techniques. Après, sur le réseau opérationnel, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. En fait. Tout à fait franc. Ouais, alors respectons la sécurité en utilisant les mêmes types d'équipements, exemple Storm Shield, pour réaliser la segmentation. Donc, on va pouvoir mettre en fait un firewall en frontal, effectivement, en double barrière IT-OT. Et puis après, on peut avoir un équipement qui peut être aussi dédié justement à assurer cette segmentation au niveau des VLAN sur le réseau de process. Et en fonction de l'architecture, on peut aussi être amené à déployer d'autres firewalls plus en profondeur sur le terrain dans le réseau de process. Ça va dépendre de l'architecture, des exigences de sécurité, de l'analyse de risque et du contexte opérationnel. En fait. Ouais. Si Catherine Joncourt, vous êtes toujours parmi nous, peut-être repréciser votre propos dans le chat pour qu'on puisse mieux répondre à la question ou bien nous indiquer si nous avons répondu à votre question. Quelqu'un d'autre, spectateur anonyme. Alors, il nous fait un commentaire. Cela veut-il dire que sur un projet de refonte de sécurisation d'un réseau industriel, utiliser des pare-feux en cascade, mais centralisant différents flux, admin, etc., via des LAN spécifiques ne sera pas recommandé. Seul un pare-feu par flux. Seul un pare-feu. Non, on ne va pas forcément préconiser un pare-feu par flux. Hein. On peut avoir des VLAN qui peuvent avoir des ports dédiés, effectivement. Ouais. En fonction de la criticité du VLAN, on peut avoir plusieurs VLAN sur un même port. Donc, on n'est pas obligé de faire un VLAN par équipement ou par port à chaque fois. Quoi. Donc, là, l'idée, c'est quand même d'avoir une analyse assez fine du coup des flux de communication qui sont sur le réseau opérationnel, d'identifier en fait entre les différents assets qui communiquent avec qui et qui a le droit de communiquer avec qui. Et à ce moment-là, de créer en fait une espèce de matrice de flux et après d'appliquer des politiques de sécurité en disant voilà, dans tel VLAN, je mets tel type de flux et tel type d'équipement pourront communiquer ensemble. Et à ce moment-là, voilà, on a des flux qui sont donc intégrés dans ce VLAN et du coup, on les a entre guillemets sécurisés. Et donc, le firewall permet aussi justement d'assurer cette sécurité à ce niveau-là. Effectivement, pour des VLAN un peu critiques, pour des automates de sécurité, pour des VLAN de sûreté, par exemple, on peut leur attribuer effectivement un port spécifique. D'accord. Donc, il y a une phase d'audit, une cartographie très importante en amont. Dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas, sur les systèmes industriels, aujourd'hui, on passe forcément par une étape de cartographie et on en a parlé tout à l'heure en plénière au début de cette matinée. Hein, il y a une phase de cartographie où on va cartographier l'ensemble des assets, l'ensemble des flux, parce que côté IT, c'est vrai qu'on a une bonne vision de ce qui se passe, des équipements qui sont sur le réseau. Côté OT, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, de cartographier justement les équipements, les flux, etc., c'est la première étape. Et puis, il y a effectivement une étape aussi d'analyse de risque, identifier justement les trous qu'on peut avoir dans la raquette pour pouvoir après dérouler en fait une politique de sécurité en phase avec le risque cyber. Enfin, une dernière question de Michel Mazéas. Alors, je vais vous demander peut-être de la reformuler parce que vous nous demandez si, de par les connaissances actuelles, est-il envisageable de se passer d'opérateur en toute sécurité? J'ai peur de ne pas bien saisir le sens de la question. De par les connaissances actuelles, est-il envisageable de se passer d'opérateur en toute sécurité? D'opérateur, c'est-à-dire… Alors, si c'est pour la mise en œuvre de la cybersécurité, il y a effectivement des compétences cyber qui sont indéniables pour pouvoir mettre en œuvre la cybersécurité. Et aujourd'hui, l'enjeu qu'on rencontre globalement sur les réseaux opérationnels, c'est d'avoir un peu cette double compétence à la fois métier et à la fois cyber, parce qu'on se rend compte que mettre en place de la cyber dans l'OT, ce n'est pas la même chose que de mettre de la cyber sur l'IT. Il faut, alors, en fonction des infrastructures, il
différentes organisations qui sont mises en place. On peut avoir dans certaines organisations des RSSI IT qui montent en compétences et qui se forment justement aux enjeux métiers de l'OT, aux enjeux particulièrement de l'eau, et qui donc vont se former à ces enjeux-là et qui vont du coup avoir cette double casquette IT-OT. Et puis, on peut avoir aussi des organisations où les équipes métiers, les équipes cyber sont amenées à discuter, dialoguer et trouver j'allais dire un terrain d'entente, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, trouver une manière de travailler en fait, qui va permettre d'augmenter le niveau de sécurité des architectures. Donc, merci Michel d'avoir précisé votre propos. Quand vous parlez d'implication des opérateurs, on parlait bien des techniciens, des ressources humaines. Moi, dans ce que je comprends, Vincent, c'est au contraire, il faut encore plus travailler avec les opérateurs et la technique ne fera pas tout. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue entre les équipes. Et on voit, franchement, il y a 5-6 ans, il y avait une espèce de levée de bouclier un peu côté OT, justement, quand la cyber venait un peu, les équipes cyber venaient intervenir du coup auprès des équipes métiers. Aujourd'hui, on voit que ça s'ouvre beaucoup plus parce qu'il y a un niveau de maturité qui a augmenté, il y a des personnes qui sont de plus en plus sensibilisées. On a aussi des cas d'attaque aussi qui démontrent que c'est de plus en plus… que l'enjeu est de plus en plus important et que voilà, il y a des risques forts et du coup ça évolue vraiment. Est-ce qu'on peut envisager une automatisation à 100%? De la cyber, non, je ne pense pas. Non. Ça. OK. Juste Catherine Joncourt qui a précisé ses propos, elle lève une question en disant si on utilise les mêmes firewalls sur un système, ça peut faciliter l'accès à l'ensemble du réseau s'il y a une faille sur l'un des firewalls. La préconisation, elle est surtout vis-à-vis de l'extérieur, en fait, dans la DMZ. Et après, non, au contraire. En fait, il y a un enjeu aussi économique et un enjeu organisationnel et de formation. Donc là, quand on met en place des firewalls sur un système industriel, idéalement, on choisit une seule solution technique parce qu'il faut former les équipes, parce qu'il faut mettre en place des politiques de sécurité, il faut assurer la maintenance, il faut mettre à jour. Il faut faire évoluer, les architectures peuvent évoluer, donc il faut adapter la sécurité. Donc en général, quand on est formé en fait, à une solution, on va pas mettre 3 ou 4 solutions de sécurité différentes en fait, sur le réseau opérationnel. OK. Donc, idéalement, en tout cas, le retour d'expérience, c'est on choisit une solution, quelle qu'elle soit, et puis merci Vincent, on a légèrement débordé sur notre planning de 3 minutes. Je propose à Hamza Sharki de vous contacter dans la zone de discussion sur la matinale de l'eau pour aller approfondir votre discussion. Si vous le souhaitez, il y a encore une question qu'on ne va pas avoir le temps de traiter. Merci Vincent pour votre présence et merci de votre compréhension sur ce petit problème technique de démarrage de notre atelier. Et je vous dis à tout de suite pour le deuxième atelier débat avec la Croix. À tout de suite.